Si vous voulez bien, on va avancer. C'est très bien parce que vous êtes déjà chaud bouillant pour les pros et pour l'intelligence artificielle. Donc, en fait, vous faites mon boulot. Vous introduisez déjà tout seul les deux prochaines présentations. Donc, maintenant, on va accueillir Gwenaëlle Jacques, qui a un parcours très intéressant également, puisqu'elle a été infirmière en réanimation, puis coordonnatrice paramédicale de recherche à l'hôpital de Versailles et maintenant elle fait un doctorat en santé publique et épidémiologie. Elle est accompagnée par Stéphane Le Griel qui est professeur en médecine intensive et réanimation et qui fait de la recherche à l'INSERM et à l'Université Paris-Saclay. Et vous nous parlez tous les deux justement des Clinical Outcome Assessments qui était une des pistes évoquées par nos précédents orateurs. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup à la Fondation de l'Avenir et à l'Académie nationale de chirurgie de nous accueillir et de nous avoir invités pour cette présentation. Euh, donc, ok. Alors, en binôme, on va donc vous parler de l'évaluation des résultats cliniques des patients requérant une prise en charge en réanimation pour un état de mal épileptique et probablement ça fera le lien avec les différentes interventions. Alors, on a un projet qui a été lauréat de la Fondation Matmut Paul Beneteau pour l'étude Poséidon 2, justement, qui vise à évaluer sur une étude de cohorte longitudinale les PREMS et les PROMS chez les patients qui ont eu un état de mal épileptique et qui ont eu une prise en charge en réanimation. Donc ça fait la suite de une de mes études de mon travail de thèse. Alors, la présentation elle va s'articuler sur la présentation un peu globale de qu'est-ce que sont les Clinical Outcome Assessment, rapidement l'épidémiologie de l'état mal épileptique, et puis dans le cadre de ma thèse, le travail de ma thèse, les Clinical Outcome Assessment dans l'état de mal épileptique, et puis les perceptifs de travail de recherche et puis éventuellement de filière. Alors, rapidement, donc, la définition, elle a été posée. Hein, la FDA, on en a parlé tout à l'heure, donc a défini 4 types de mesures de résultats centrés sur le patient, utilisés dans les essais cliniques, on en a parlé tout à l'heure, et les soins de santé pour mesurer l'impact des traitements et des interventions sur les patients. Donc, ils reflètent globalement la façon dont le patient se sent, fonctionne et survit. Ils sont définis sous le terme de... Alors, je vais parler de quoi, hein, que dira à chaque fois Clinical Outcome Assessment, ou évaluation des résultats cliniques. Alors, ils seront définis en 4 catégories, que je vais passer rapidement là, et puis je vais vous les décrire. Donc, on a les ClinRO, qui sont les Clinician Reported Outcome, les OBSRO, qui sont les Observer Reported Outcome, les PRO, on en a parlé tout à l'heure, les Patient Reported Outcome, les perfos, les performance outcomes. Alors, ce sont des éléments qu'on connaît tous dans la pratique, on va dire, des essais cliniques, mais ils ont été formalisés par la FDA. Alors, les ClinRO, ce sont des évaluations qui sont réalisées par les cliniciens qui ont une formation professionnelle spécifique, justement, pour porter un jugement correct sur soit la gravité du patient ou sur l'état du patient. Les perfos sont des évaluations qui sont basées sur la performance du patient à réaliser une tâche qui est définie et qui a été quantifiée d'une manière standardisée et qui ne repose pas sur le jugement pour déterminer une note ou un score. On a les OBSRO qui peuvent être donc réalisés et enregistrés par une personne autre qu'un personnel de santé qui est formé. Donc, ça peut être les proches ou un aidant. Qui n'est pas qui peut être néanmoins influencé par son point de vue à lui de l'état du patient ou de son proche. Et on a les pros, pour lesquels on a discuté tout à l'heure, qui sont la définition qui a été posée par la FDA, c'est toute mesure de l'état de santé du patient qui est rapportée directement par le patient sans interprétation du médecin ou d'une tierce personne. Alors, c'est vrai que les pros, ils prennent une place un peu particulière à la fois dans les essais cliniques, mais aussi en dehors des essais cliniques, puisque c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'utilisation des pros dans le cadre de la mesure en fait, des soins
prodigués sur les patients à l'hôpital, qui sont souvent couplés au PREMS également. Alors, quels sont les domaines explorés par les fameux quoi? Donc, l'ensemble des domaines, hein, qui vont être la santé mentale, la santé physique, la dépendance fonctionnelle, la douleur, la fonction cognitive, le soutien social. Enfin, c'est beaucoup d'éléments, bon, ça, qui ne sont pas forcément inscrits ici, mais l'ensemble de ces fonctions peuvent être explorées par certains de ces quoi. Et la qualité de vie, elle est un petit peu à part parce que généralement, elle n'est utilisée que pour les pros dans le cadre de ces mesures. Alors, sur un même domaine, un même concept, ils peuvent être explorés par plusieurs quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on va dire, un angle différent de la perception des résultats, justement, soit de performance ou d'observation faite par un proche. Euh, c'est vrai que les proches, souvent, ont un rôle un petit peu central aussi auprès des patients qui ont soit une maladie chronique ou soit quand ils rentrent à l'hôpital. Donc, ils vont avoir une vision un peu peut-être différente de l'évaluation de performance, par exemple, là, j'ai pris l'exemple des tests neurocognitifs. On pourrait avoir à la fois le ressenti des proches et à la fois une mesure de performance qui a un critère en fait qui est robuste, hein, puisque c'est des tests qui sont réalisés par des professionnels de santé. Donc, l'ensemble des quoi, en fait, peuvent être, on va dire, associés pour avoir un meilleur angle de la qualité de vie du patient ou c'est la mesure de ses fonctions. Alors, je vais recentrer un tout petit peu plus sur les pros qui souvent nous intéressent un peu plus maintenant sur notamment la qualité de vie. Mais globalement, ni les ClinRO, ni les perfos, ni les obstros ne peuvent vraiment saisir et capter tous les éléments qui ne sont pas observables dans la pratique, on va dire, clinique et après chez le patient à la maison. Et on tient vraiment compte là de l'expérience du patient sur sa douleur, sa fatigue et son humeur, et puis aussi sur les fonctions sociales. Hein. Il n'y a pas d'outil forcément pour mesurer toujours tout ça. Et puis globalement, tout l'impact sur sa qualité de vie. Alors, c'est vrai que c'est une perception qui est subjective des patients, mais ils sont quand même les meilleures en fait, personnes pour déclarer en fait, comment ils fonctionnent à ce moment-là. Et c'est quand même un élément qui est important de la qualité de vie. Ils jouent quand même maintenant un rôle très central dans la capture des éléments liés à la qualité de vie et puis des autres évaluations cliniques qui peuvent être mesurées directement. Là, je passe la parole à Stéphane. Donc, la présentation est centrée sur les quoi et puis le modèle applicatif dans l'état de mal épileptique à titre d'exemple. Donc, je vais vous donner quelques éléments conceptuels sur l'état de mal épileptique. Donc, c'est une pathologie neurologique aiguë qui peut mettre en jeu le pronostic vital, dont l'incidence va de 1 à 74 cas pour 100 000 habitants par an, selon la définition de la zone géographique considérée, ce qui montre beaucoup de variabilité de la typologie de ces patients. La moitié d'entre eux sont épileptiques connus, et donc pour l'autre moitié, c'est une pathologie qui est en tout cas une entité qui est inaugurale. Et puis, le contexte de survenue est pour 60% préhospitalier. 30% des patients vont avoir besoin de venir en réanimation. Donc, un état de mal épileptique, ça a été défini en 70 et en 80 par la Ligue internationale contre l'épilepsie comme étant une crise qui dure suffisamment longtemps ou se répète assez fréquemment pour qu'un retour à l'état antérieur ne soit pas possible entre les crises, qui est une définition pas facile à capter. En gros, ça veut dire que quand une crise d'épilepsie va commencer, et à partir du moment où elle ne s'arrêtera pas toute seule, ça devient un état de mal épileptique. Et cette définition a été précisée au cours du temps. Et la définition la plus moderne est celle-là. Elle tient compte de deux paramètres temporels, un paramètre T1 et un paramètre T2. Le premier paramètre T1 consiste à reconnaître l'état de mal épileptique et mettre en route le traitement. Et le paramètre T2 consiste à identifier le temps à partir duquel des séquelles ou des complications sont attendues. Et donc, ce paramètre T1 et ce paramètre T2 vont différer en fonction de la présentation électroclinique de l'état de mal épileptique, puisqu'il y a beaucoup de formes que les patients peuvent présenter. Et on distingue deux grandes catégories. Les états de mal épileptique avec signe moteur prédominant et les états de mal épileptique sans signe moteur prédominant, qu'on appelle aussi les états de mal non convulsifs.
Au sein de chacune des catégories, les formes peuvent être généralisées ou partielles. Et puis, quand elles sont partielles, elles peuvent être associées ou pas à une expression confusiogène qui peut être d'intensité variable. Ces tenté 1 et ces tenté 2, donc je vous l'ai dit, varient en fonction de la présentation électroclinique. La forme la plus grave, c'est l'état de maltonico-clonique généralisé. Il faut mettre en route un traitement dès la 5e minute et on sait qu'à partir de 30 minutes, il y a des complications et des séquelles attendues chez les patients. Et puis, les autres formes sont un peu moins graves. Par exemple, les états de mal focaux avec troubles de conscience, on reconnaît l'état de mal épileptique au bout de 10 minutes et on sait qu'au-delà de la 60e minute, il peut y avoir des complications et des séquelles attendues à long terme. Alors que pour les formes sans trouble de conscience associés, eh bien, ce temps est ou non précisé ou totalement inconnu. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire des études cliniques afin de préciser la morbimortalité de ces patients. Et c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est à quel point on va pouvoir être précis dans la description de cette morbimortalité. Une autre définition de l'état de mal épileptique, c'est en fonction de la résistance au traitement. Et on va pouvoir parler d'état de mal réfractaire quand il résiste à 2 lignes de traitement antiépileptique bien conduit et super réfractaire quand il persiste au-delà de 24 heures. C'est là probablement beaucoup de détails, mais ce sont des éléments pronostiques dans la morbimortalité de ces patients. Et puis, les patients qui ont un état de mal épileptique ont un parcours de prise en charge qui est complexe. En fait, il y a plusieurs modes d'entrée potentiels. Ils peuvent avoir un état de mal épileptique qui survient au domicile, avoir une prise en charge par les pompiers, parfois par le SAMU, parfois arriver directement avec les pompiers aux urgences. Ils peuvent manifester un état de mal épileptique en premier aux urgences, au cours de l'hospitalisation, en périopératoire, en réanimation, en hospitalisation derrière. Donc, il y a vraiment plein de modalités d'expression et de révélation de cette maladie. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains patients, ils ont une maladie épileptique qui peut s'exprimer sous la forme d'un état de mal épileptique, qui est une expression grave des convulsions. Mais pour d'autres, c'est un symptôme au cours d'une autre maladie. Par exemple, quelqu'un qui fait un AVC va pouvoir manifester des convulsions de manière inaugurale et il rentre peut-être dans la maladie épileptique à ce moment-là. Et puis donc, on a parlé des séquelles et des complications. C'est des patients qui vont avoir besoin parfois de réhabilitation, puis peut-être même tout le temps, mais en fait, on n'est pas capable d'apprécier les moments et les patients qui en ont besoin. Et puis l'objectif, c'est bien sûr le retour à la maison et le retour à l'état antérieur du patient afin de le remettre dans son environnement et lui permettre de retrouver idéalement la vie qu'il avait avant cet épisode. Et donc, le pronostic des patients, je l'ai déjà suggéré à plusieurs reprises, il est quand même assez lourd. La mortalité peut monter jusqu'à 30%, voire 40% dans les formes réfractaires. Donc, c'était pour ça que c'était important de signaler cette entité-là. Et la forme réfractaire, je vous l'ai dit, c'est des patients qui résistent à 2 lignes de traitement antiépileptique bien menées. Et comme on reconnaît l'état de mal tonico-clonique au bout de 5 minutes, ça veut dire que ces lignes de traitement, on les administre très rapidement après le début de l'état de mal. Et très rapidement, on sait qu'il y en a qui vont avoir une forme particulièrement grave pour laquelle la mortalité peut être très élevée. Et la morbidité, donc ça va être le handicap au sens large du terme, va pouvoir concerner parfois jusqu'à 50 voire 70% des patients qui ont une forme réfractaire. Et on a un certain nombre d'éléments qu'on peut être identifiés dans la littérature comme étant associés à cette morbimortalité. Et l'âge des patients, les comorbidités, la cause de l'état de mal épileptique, sa pharmacorésistance, la durée des convulsions, et puis le type convulsif par opposition à non convulsif et l'intensité des troubles de conscience à la prise en charge initiale. Donc, face à l'ensemble de cette présentation, c'est là où on va maintenant aborder la problématique des quoi dans l'état de mal épileptique et l'importance de pouvoir caractériser les atteintes présentées par les patients. Donc, la caractérisation des altérations de l'état de mal épileptique, c'est justement le travail de ma thèse que je fais actuellement. Et j'ai essayé justement de caractériser l'ensemble de ces catégories, les pros, les obstros, les perfos et les clinros, qui sont les éléments attendus quand on fait des essais cliniques aussi dans le cadre de l'épilepsie, de l'état de mal épileptique. Là, je fais juste un petit pas de côté. Les patients épileptiques, c'est 50% des patients qui font un état de mal épileptique. Alors, globalement, c'est ceux qui semblent avoir le moins d'altérations de la qualité de vie et des altérations cognitives par rapport à l'état de mal épileptique des novos. Mais la littérature s'est aussi penchée, dans le cadre de l'épilepsie, à définir les clinical outcome assessment et particulièrement l'utilisation des pros. Je ne vais pas détailler en fait les quoi en termes d'outils, mais l'utilisation des quoi relève aussi d'une certaine rigueur qui a été définie par la FDA, qui a rédigé des guidelines par rapport à l'utilisation des quoi et la validité qu'ils doivent avoir.
L'idée, c'est que ce soit qu'on puisse détecter les changements chez le patient et c'est pas des évaluations faites euh, arbitrairement par les patients ou par les cliniciens. Donc ça relève vraiment d'une définition bien stricte. Alors, les quoi dans l'état de mal épileptique, donc c'est vrai que les études visant à évaluer les interventions sur l'état de mal reposent classiquement sur des critères de jugement qu'on dit durs, donc, et notamment sur la gravidité séquelaire et sur le handicap, et même sur les performances cognitives des patients, à l'aide d'échelles généralistes standardisées telles que les ClinRO, que je vais donner la définition tout à l'heure. Donc, c'est des échelles utilisées pour mesurer la gravité séquelaire et le handicap, le degré de handicap, donc réalisé par les cliniciens. Mais ces échelles-là ne sont vraiment pas destinées à fournir une information détaillée sur les difficultés spécifiques que rencontrent les patients et puis aussi leurs préférences. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé une revue de la littérature sur l'utilisation des pros chez l'adulte dans le cadre de l'état de mal épileptique. Eh ben, il n'y avait rien, que 3 études qui ont rapporté l'utilisation de la qualité de vie et en dehors d'essais cliniques. C'est-à-dire que l'utilisation du médicament dans le cadre de l'état de mal épileptique, on n'a pas évalué les effets sur les patients en termes de qualité de vie. Donc très peu d'études, ce qui nous a poussé, on va dire, à approfondir un petit peu notre perspective de recherche, à étudier justement les pros. Et mon travail de thèse repose sur le registre des états de mal épileptiques qui est coordonné donc, par le professeur Le Griel. Donc c'est un registre national qui est l'équivalent d'un entrepôt de données de santé qui est alimenté par 26 services de réanimation en France, dans lequel on a pu inclure à la date d'aujourd'hui 1052 patients. Et en fait, on a un cœur de données qui est très important qui nous permet, avec des ramifications et des axes qu'on veut développer de manière à les favoriser, développer certaines thématiques et certaines explorations. Donc le travail que fait Gwenaëlle dans le cadre de sa thèse sur les quoi est vraiment axé sur cet axe-là. Et ça nous permet de caractériser, d'avoir une base de départ pour caractériser les patients selon l'état de mal épileptique. Et donc, on rajoute ensuite des études complémentaires de façon à compléter les informations pour explorer les différents axes d'intérêt. Et c'est ce que va vous présenter maintenant Gwenaëlle avec les 2 études supplémentaires qui vont nous permettre, on l'espère, de caractériser beaucoup mieux les quoi et les pros en particulier chez ces patients. Donc l'étude Poséidon, qui est l'étude précédente de Poséidon 2 qui a été lauréat de l'appel à projet de la Fondation de l'Avenir. Donc, qui est une étude transversale qui visait à décrire la prévalence des altérations de la qualité de vie chez les patients ayant été hospitalisés en réanimation pour un état de mal épileptique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté un ensemble de données auprès des patients qui étaient éligibles dans ce registre. On leur a envoyé des questionnaires sur la période des patients qui étaient inclus entre 2018 et 2022. On a envoyé des questionnaires de qualité de vie et des questionnaires de santé mentale, de soutien social aussi et de stress post-traumatique. Et pour essayer de faire justement une analyse, même si c'était d'enquête transversale, d'avoir au moins quelques éléments pour caractériser un petit peu l'altération de la qualité de vie chez ces patients, qui n'existaient pas encore dans la littérature. Là, je suis en train d'analyser les résultats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même plus de 70% des patients qui rapportent une moins bonne qualité de vie par rapport à la population générale. Je ne peux pas parler d'altération puisque là, il n'y a pas de groupe comparatif, mais les résultats normés sur la population générale, on s'aperçoit que c'est des patients qui ont une altération de la qualité de vie. Et l'étude Poséidon 2, donc, qui a été lauréat l'année dernière, qui est en cours de recrutement, qui est le même type d'étude, mais là sur une longitudinale, donc qui vise à évaluer les patients et leurs proches, puisqu'on a inclus les proches
en plus des patients dans cette étude-là, parce qu'on pense qu'ils ont aussi un rôle très important dans la recherche et de caractériser aussi les éléments de la qualité de vie des patients et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en rentrant à la maison après une hospitalisation. Donc là, on est en cours de recrutement et donc la première évaluation se fait à 3 mois et la suivante se fait à 1 an et on essaiera d'analyser donc les données de cette première étude longitudinale qui porte sur à la fois sur les pros, mais aussi sur certains éléments des quoi comme le ClinRO avec des échelles bien spécifiques de handicap pour voir si les éléments des pros sont corrélés aussi avec la vision du clinicien et pour permettre justement une vision globale des évaluations. Donc c'est vrai que si on raisonne en termes de quoi, ils permettent vraiment une évaluation systématique et multidimensionnelle des potentielles altérations dans les différentes pathologies, en combinant à la fois les mesures de performance, à la fois les observations faites par les cliniciens, ce qui est rapporté par les observateurs en incluant les proches, les aidants et les soignants, et puis le retour des patients eux-mêmes. Donc, les professionnels de santé pourront à ce moment-là avoir une vue d'ensemble du rétablissement des patients et pouvoir ajuster les traitements de rééducation, de santé mentale et de prise en charge des déficits cognitifs pour intervenir dans tous les champs. Donc l'idée, c'est caractériser l'ensemble de ces altérations pour pouvoir proposer des filières de soins et de support social les plus adaptées possibles pour les patients. Merci. Merci à vous. Nous avons le temps pour quelques questions. Aussi, j'ai une question sur votre évaluation pour la qualité de vie. Vous n'avez pas essayé de prendre des échelles d'analyse comme l'échelle civique ou d'autres qui sont assez significatives sur tous les critères de la vie quotidienne? Alors, j'ai utilisé la SF36, qui est une échelle Oui, oui. généraliste et une échelle spécifique pour les patients qui ont eu épileptique, qui est la COLI 31. C'est vrai qu'il y a des échelles spécifiques et des échelles généralistes, mais j'ai utilisé des échelles qui sont validées dans la population d'études et de... Très bien, merci. Alors, ce travail est très intéressant. N'étant pas du tout spécialiste de l'épilepsie, c'est difficile d'en parler, mais vous avez dit un mot qui est très intéressant, c'est registre. Et ça, c'est pour poursuivre la discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, chirurgiens, on est tout à fait capables aussi d'inclure tous nos patients dans des registres. C'est des choses que nous demandons au pouvoir public depuis presque 50 ans, parce qu'on a suivi les modèles suédois en particulier, et on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Enfin, alors, je crois que ça commence à peine. Parce que la registre, c'est un outil formidable, parce que ça nous permet effectivement de connaître en temps réel tout ce que deviennent. On utilise à ce moment-là les patients pour connaître les résultats. Je suis orthopédiste, hein, donc registre des prothèses de hanche ou de genou, ça serait quelque chose d'excellent. Enfin, tous les pays étrangers nous l'ont prouvé. Alors, vous montrez comment, à partir d'un registre, on peut effectivement avancer, puisqu'on a une capacité comme ça, je dirais, d'utiliser les patients. Voilà. Mais j'avais une autre petite question, mais ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est comment vous pouvez faire pour tester un nouvel antiépileptique, sachant que le patient arrive en état de mal? Il y a des procédures pour ça? Ou vous êtes obligé d'utiliser les médicaments existants? Je peux répondre déjà à votre première réflexion sur l'utilisation des registres, et vous êtes orthopédiste sur l'hôpital de Versailles, l'équipe d'orthopédie, justement, a un registre de pro où ils demandent un patient, et là, ils ont mis en place une application où les patients, justement, remplissent des questionnaires de qualité de vie et de... Oui, mais oui, mais je les connais, bien sûr, il y a des expériences comme ça, mais ce qu'il faut, c'est faire un registre national. Enfin, ça permet de comparer, parce qu'à Versailles, ils mettent telle et telle prothèse, voilà, mais il faut pouvoir comparer les différentes prothèses, savoir s'il y en a une meilleure qu'une autre, quelle est la meilleure façon de faire. Enfin, voilà, c'est ce qu'ont fait les Suédois, les Danois, les Finlandais, les Australiens, les Anglais, mais pas les Français. C'est dommage. Et pour répondre à votre question sur l'évaluation des traitements,
En fait, ça dépend du type de recherche qu'on fait. Là, dans le registre, ça dépend aussi de l'exhaustivité des données qui sont relevées. On essaye d'être très longitudinal sur la prise en charge du patient avec des données, bien sûr, anamnestiques, mais chronologiques sur la prise en charge et on relève les traitements, les doses reçues, l'effet des traitements. Et puis pour ce qui est de comparer les nouveaux traitements, on peut le faire d'un point de vue épidémiologique dans ce contexte-là. Et puis avec cette base à laquelle on adosse d'autres études, on pourrait par exemple, en fonction des nouveaux critères qui sont évalués par Gwenaël, qui serait la qualité de vie, alors que jusque-là on s'intéressait au score Glasgow-Coscal, qui était un score généraliste, on pourrait étudier l'effet des traitements sur cette typologie de patients. Et puis après, bien sûr, sinon on passe par des essais randomisés, mais ce n'est pas dans le même cadre de typologie d'études. Mais en tout cas, avec le registre, on peut et on arrive à capter aussi les nouveaux traitements avec en direct leur utilisation, puisqu'on relève les différents types de traitements administrés. Donc, si un nouveau traitement émerge, on arrivera à le capter comme ça pour un... Il y a encore beaucoup de questions, Hubert. Oui, bravo pour votre étude. Mais je voulais vous poser une question de méthode. Il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, quand les médecins interrogent leurs patients, 85% sont contents. Mais quand ça n'est pas l'équipe qui interroge le patient, les proportions changent. Et il y a peut-être là, enfin, je veux dire, il y a peut-être un biais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le biais d'évaluation. Souvent, on veut faire plaisir soit à l'infirmière qui vient de vous prélever, ou soit, par exemple, au chirurgien qui vous a opéré, tout va bien. Effectivement, il y a à la fois le point de vue du patient, il y a le point de vue du clinicien. Et si on arrive à regrouper l'ensemble de ces différents concepts, je trouve que ça peut répondre. Après, c'est vrai que le biais d'évaluation, si on demande directement au patient en face à face, effectivement, c'est des choses qui sont vraiment rapportées aussi dans la littérature. Mais si on laisse le patient remplir seul, on va dire dans son coin, son questionnaire, ça peut modifier le... Je vous dis ça parce qu'au début de la chirurgie ambulatoire, quand les équipes qui faisaient de l'hospitalisation pour la même intervention disaient « Est-ce que vous auriez préféré sortir le soir ?» Les patients répondaient « Non, 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 à 85%, non. » Et quand l'équipe qui faisait de l'ambulatoire interrogeait le patient, est-ce que vous avez été content de sortir le soir? Il disait oui, oui, 85% aussi. Donc, et finalement, c'est le que choisir anglais qui n'a rien à voir avec ces équipes hospitalières, qui a interrogé les patients. Et là, il y avait un très fort engouement pour la chirurgie ambulatoire, qui était indépendant. Dans le cadre d'une autre étude que j'ai menée, qui était un essai randomisé justement sur l'évaluation de la douleur lors des ponctions artérielles chez les patients hospitalisés en réanimation, ce n'est pas l'infirmière qui faisait l'évaluation du patient. C'était une autre infirmière qui venait évaluer le patient justement pour éviter ce biais d'évaluation. Donc, ce n'était pas l'opérateur qui évaluait la douleur du patient, c'était quelqu'un d'autre. Avant de passer la parole à Monsieur Coffignol, je voulais vous féliciter, vous poser une question. Vous disiez l'incidence des états de mal épileptiques est très variable. Vous donniez une incidence allant de 1 à 70 pour 100 000, quelque chose comme ça. Donc c'est très étonnant pour nous de voir pourquoi il y a cette différence géographique. Et lorsqu'on regarde vos recrutements dans les centres ensuite qui vous donnent des données, les centres de réa en France, vous en aviez 26. J'ai vu que vous n'en aviez pas du tout dans le Grand Est et pas du tout dans la région de Toulouse. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, alors que c'est une pathologie qui a des variations géographiques, que les exclusions de ces deux grandes régions puissent changer un peu les données? Alors, je pense que les variations du taux d'incidence sont plus au niveau international que national. Et après, nous, on n'exclut personne. Tout centre qui veut participer à notre groupe de travail. Ils se sont auto-exclus? Non, mais vous savez, ça marche aussi des fois par amitié et c'est pas toujours facile de recruter des centres, mais nous, on est pour l'exhaustivité de la collection de données dans ce cadre-là et tout le monde est bienvenu. J'ai vu qu'il y a un très grand vide dans notre région puisqu'il n'y a personne qui dans le Grand Est. On travaille aussi avec nos collègues de Strasbourg, par exemple, sur d'autres travaux et c'est vrai, pas là. Pas là. En fait, une des problématiques du registre, c'est qu'il n'est pas financé et c'est ce à quoi vous faisiez indirectement référence tout à l'heure. Et donc, tous les collègues qui participent le font sous une forme de bénévolat, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas volontariat.
Et c'est là où c'est pas toujours facile parce que forcément, les différents services vont des fois prioriser leur centre d'intérêt. Et puis l'état de mal épileptique, c'est quelque chose qui, moi, me passionne. Mais d'autres personnes vont être passionnées par la détresse respiratoire, d'autres pathologies et mettront leur force ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, on est ouvert à toute collaboration. Merci, Monsieur Coffiniel. Oui, je trouve véritablement, je vais être fort, hein, je veux dire, je trouve que c'est exceptionnel votre travail. Et je vais vous dire pourquoi je le trouve exceptionnel. Parce que je pense que vous avez vraiment la méthodologie qui va être la méthodologie pour la médecine de précision. C'est-à-dire que vous avez, et le dessin qui le représente le mieux, c'est le petit cercle au début dans lequel vous mettez le corps véritablement de la réflexion et l'ensemble du cercle des études multimodales qui viennent s'agréger ou des recherches de data multimodales qui viennent s'agréger dessus. Et je pense qu'on est exactement, c'est comme ça que ça va se faire. C'est-à-dire que les recherches vont se faire de manière, et c'est l'ensemble de ces data multimodales qui, une fois agrégées, vont ressortir des profils et vont nous permettre de ressortir énormément d'éléments pour les décisions et pour comprendre la pathologie. C'est rare de voir, je veux dire, cette méthodologie, elle est parfaite, quoi, pour ça. Merci. Merci beaucoup. Je voulais préciser, l'intérêt, c'est effectivement l'intérêt modulaire et ça permet la réactivité. Par exemple, s'il y a une situation épidémique, on aura notre cœur de données sur la pathologie d'intérêt et on rajoute au fur et à mesure les modalités d'évaluation complémentaires. Et avant de finir, nous avons une question à distance. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente lecture. Moi, je suis brésilienne. Je travaille ici Brésil qui nous parle. Moi, je travaille ici avec l'ophtalmologie. Je voudrais savoir comment réduire cette morbidité associée à la maladie épileptique réfractaire. Parce que la deuxième fois, cela peut être fatal, je crois. 21 et 61%, c'est trop élevé, je pense. Est-ce que c'est une statistique mondiale? Parce que si au Brésil, je fais une petite recherche, la mortalité va jusqu'à 39%, 37%, c'est pas trop haut. Bien sûr que nous n'avons pas beaucoup de recherches dans l'épilepsie. Comment faire pour... Est-ce que cette statistique est mondiale ou seulement française? Oui, c'est des données pas uniquement nationales, c'est des données mondiales. Et en fait, ce qui va varier, c'est la modalité d'évaluation de la morbidité. Indirectement, vous l'avez compris avec la présentation, mais même dans les scores généralistes, il y a des appréciations différentes. Pour certains, ils vont décrire le retour à l'état antérieur sans dire comment ils caractérisent le retour à l'état antérieur. D'autres, ils vont utiliser un score. D'autres encore vont faire une différence entre un score estimé avant et un score constaté après. Donc voilà, il y a de la variabilité, mais en gros, malgré cette variabilité, le taux est à peu près constant entre 50 et 60% de morbidité. Et après, comment diminuer? Il faut intervenir avant. Donc, ou en faisant de la prévention, en améliorant les traitements, en améliorant les modalités de reconnaissance de l'état de mal épileptique, en améliorant l'adhésion aux recommandations et l'application des traitements recommandés si c'est effectivement les plus efficaces. Et puis, ça pose la question aussi des traitements anticonvulsivants, mais également des traitements neuroprotecteurs. Et par exemple, on va mettre en application bientôt une étude qui est financée qui s'intéresse à appliquer une stratégie d'hypothermie entre 32 et 34 degrés aux patients qui sont sous ventilation mécanique après un état de mal épileptique, avec l'idée, qui est étayée par des données expérimentales et quelques données cliniques, qu'on puisse améliorer le pronostic de ces patients quand on refroidit leur température pendant 24 heures. Donc voilà, il faut être innovant sur les stratégies qui permettraient peut-être d'améliorer le pronostic des patients. Il faut continuer à pouvoir l'étudier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.